Alors, pour parler de la reconnaissance de la culture dans le développement durable, je suis entourée, je vais commencer par Toussaint Tiendré Breugo qui va ouvrir le bal. Vous êtes chargé de politique et industrie culturelle auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Catherine Cullen, adjointe au maire de Lille, déléguée à la culture et également présidente de la commission culture de l'organisation Cités et gouvernements locaux unis, qu'on appelle la CGLU. Et Marie-Ève Bonneau, qui est ici, représente aussi la direction du développement culturel de la ville de Montréal, coprésidente de la CGLU. Nada Alassane, spécialiste des programmes culture à l'UNESCO. Vous êtes chargée de la coordination des actions et des partenariats internationaux. Et puis Marie-Hélène Vareille, responsable politique de la direction générale de l'environnement et pour la commission européenne. Voilà. Merci Elena. Mesdames et messieurs, je voudrais avant tout propos remercier les ministères français bécois de la culture pour l'invitation faite à l'Organisation internationale de la francophonie de participer à ce colloque international sur un thème ô combien important de culture et développement et d'y présenter cette démarche visant à une plus grande reconnaissance de la culture dans les stratégies de développement durable. Comme vous le savez sans doute, la promotion de la diversité culturelle et linguistique est l'un des piliers fondateurs de l'Organisation internationale de la francophonie, qui depuis plus de 40 ans mène des actions politiques et de coopération au bénéfice de ses États membres. Et comme espace de solidarité, la francophonie a toujours affirmé son attachement à une mondialisation maîtrisée au bénéfice de tous. Et c'est ainsi qu'en plus de ce qui est communément appelé les 3 piliers du développement durable, à savoir l'économique, le social et l'environnement, la francophonie s'attache à défendre la prise en compte de la culture dans les stratégies de développement. Et l'engagement de la francophonie se fonde sur la reconnaissance du caractère indissociable de la culture et du développement durable, car il n'existe aucun modèle réussi de développement sans ancrage culturel. Et comme le disait Léopold Sédar Senghor, l'un des pères fondateurs de la francophonie, la culture est au début et à la fin de tout développement. Et pour les pays en voie de développement, justement, on le voit bien que les échecs des politiques économiques conduisent à reconsidérer les approches de développement et à admettre finalement que les problèmes de développement sont aussi et peut-être d'abord des problèmes culturels. Car pour agir pour leur développement, les peuples ont besoin de s'appuyer sur leurs propres racines culturelles afin d'y trouver la motivation et la confiance en soi nécessaires. Parce que la culture compose cette sphère où les populations expriment leur originalité, leur rapport au monde, s'analysent et projettent leur avenir, elle devient dès lors le socle sur lequel se fonde l'organisation, le fonctionnement des sociétés et détermine en conséquence le style et le contenu de développement économique, social et environnemental. De ce point de vue, la francophonie est fière d'avoir contribué avec d'autres instances et d'autres groupes de pays aux progrès qui ont été réalisés sur la question et qui a conduit à l'adoption d'un certain nombre d'instruments, au rang desquels je citerai la Convention de l'UNESCO de 2005 ou la résolution sur culture et développement adoptée en décembre 2010 par l'Assemblée générale des Nations unies. Pour l'Organisation internationale de la francophonie, ces progrès témoignent certes d'une évolution positive qui doivent se traduire concrètement au plan national et international par l'intégration de la culture et des principes de la diversité culturelle dans l'ensemble des politiques, mécanismes et pratiques de la coopération internationale. C'est donc dans ce cadre que nous agissons à travers plusieurs approches complémentaires. Et ces approches comportent schématiquement 2 volets. Le premier volet sur des actions de mobilisation politique et de plaidoyer en vue de la prise en compte de la culture dans l'agenda international du développement durable. Et le second porte sur des actions de coopération au profit des besoins spécifiques des pays francophones du Sud en vue de renforcer leur capacité à produire et diffuser leurs expressions culturelles ainsi qu'à consolider les industries culturelles. Les contraintes de temps imparties pour cette petite intervention ne permettent pas d'être exhaustif, mais je voudrais simplement partager 2 expériences avec vous. S'agissant de la mobilisation politique en vue de la prise en compte de la culture dans l'agenda international du développement durable,
Je voudrais simplement signaler que c'est au cours du sommet de la francophonie de Dakar en 1989 que les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie ont adopté le concept de développement durable. Et depuis lors, et à travers les différents rendez-vous internationaux, la mobilisation politique a permis d'assurer une présence active de la francophonie et des pays francophones dans le débat mondial sur le développement durable, avec une production scientifique et technique sur ces questions qui reflètent la richesse de la diversité de l'expertise francophone. La francophonie a ainsi toujours assuré une présence active avec d'autres États, bien entendu, de la francophonie, aux différentes conférences sur le développement durable. Et pour le sommet de Johannesburg en 2002, elle a été porteuse, avec certains États francophones, d'une déclaration politique rappelant notamment son attachement à la prise en compte de la culture comme quatrième pilier du développement durable. Cela a été dit ce matin. Et le consensus obtenu à Johannesburg, grâce en partie à la contribution de la francophonie, a permis de considérer le développement durable comme un projet global, c'est-à-dire un développement économiquement efficace, socialement équitable, écologiquement soutenable et qui prend en compte les spécificités culturelles. La mobilisation francophone s'est poursuivie avec la dernière conférence Rio + 20, pour laquelle l'Organisation internationale de la francophonie a organisé un forum préparatoire. À cette occasion, elle a invité différentes parties prenantes à dialoguer et formuler des propositions susceptibles de fonder une position politique convergente sur différentes thématiques du développement durable, dont celle de la place et du rôle de la culture. Enfin, à l'occasion du dernier sommet de la francophonie, qui s'est tenu le mois dernier à Kinshasa, les 77 chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé leur détermination à intégrer la culture dans les politiques nationales de développement durable, comme cela a été souligné ce matin par Madame la représentante du Québec. S'agissant du renforcement des capacités des pays du Sud de l'espace francophone à produire et diffuser leurs expressions culturelles, je voudrais souligner que l'Organisation internationale de la francophonie accompagne ces États qui en expriment le besoin pour formuler et mettre en œuvre des politiques et mesures ayant pour objet de promouvoir la création, la production, la distribution et la diffusion des biens et services culturels, ainsi qu'à consolider les entreprises culturelles dans l'intention que ces actions contribuent au développement économique et social des pays concernés. Les États concernés par cet accompagnement, et c'est un fait notable, ont tous intégré la culture comme élément stratégique dans leur politique nationale de développement durable. C'est notamment le cas du Niger, avec la stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté, qui constitue le principal cadre de référence du développement du Niger et au sein de laquelle la culture et les arts ont été inscrits dans la grappe visant la recherche d'une croissance forte, diversifiée, durable et créatrice d'emplois. Il en est de même avec le Sénégal, le Gabon ou le Burkina Faso, avec sa stratégie de croissance accélérée pour le développement durable, qui a retenu les industries culturelles dans les domaines prioritaires des piliers de la croissance accélérée. Le dispositif d'accompagnement que nous mettons en œuvre repose sur la mise en œuvre par les gouvernements concernés d'une approche intégrée et participative, associant tous les départements ministériels concernés par la question du développement des filières culturelles, les institutions telles que les parlements, les instances de régulation, mais aussi les collectivités territoriales, les créateurs et les entrepreneurs culturels à travers leur regroupement et instances collectives de représentation. Par cette démarche, le souhait de la francophonie est de contribuer à décloisonner les problématiques liées au développement culturel en favorisant leur prise en compte dans tous les aspects de la vie économique et sociale. La reconnaissance de la culture dans les stratégies nationales des pays concernés par nos appuis n'est pas étrangère au travail de plaidoyer mené depuis de nombreuses années, soit en direction des pays eux-mêmes ou dans les instances internationales. Et il y a lieu ici de croire que les grandes agences comme la Banque mondiale ou le Fonds international monétaire qui financent majoritairement les stratégies de développement de ces pays sont désormais ouvertes et reconnaissent le rôle et la place de la culture pour le développement durable. Néanmoins, nous constatons sur le terrain que la grande dispersion des mécanismes de coopération culturelle des partenaires techniques et financiers des pays ne favorise pas un effet de masse critique nécessaire qui permettrait à la culture d'exprimer son plein potentiel.
Et c'est pourquoi je voudrais terminer mon propos en souhaitant que dans le cadre de l'article 14 de la Convention relative à la coopération internationale, les organismes de coopération bilatérale et multilatérale ainsi que les agences de développement puissent envisager ensemble des mécanismes concertés d'intervention plus efficaces avant que les sceptiques de la contribution de la culture au développement durable ne remettent en cause les acquis enregistrés sur ce dossier. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, je vous propose de poursuivre avec vous, Nada El Hassan, représentante donc de l'UNESCO, concernant dans un premier temps justement les démarches d'entreprise et évoquer déjà les difficultés, comme vient de le faire Toussaint Tiendré Béogo, les difficultés que vous pouvez rencontrer peut-être entre le décalage entre les textes et les faits. Oui. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci aussi pour les ministères de la Culture français et québécois pour cette invitation, pour cette initiative. L'UNESCO place évidemment la culture au cœur du développement humain depuis sa fondation. Mais notre débat aujourd'hui, c'est pour vous dire ce qu'on fait pour que la culture soit intégrée dans les politiques de développement durable. Et je commencerai par dire que nos efforts nous ramènent à une réalité dure et je voulais donc vous parler de nos actions par rapport à une réalité dure et à une réelle politique à laquelle nous nous confrontons au sein des Nations Unies et en face des décideurs globaux. Donc avant l'adoption des objectifs du millénaire en l'an 2000, l'UNESCO avait eu une décennie sur le rôle de la culture dans le développement durable. C'était une décennie très riche en recherche, en débat, en apport d'idées et d'expertise, présidée par M. Pérez de Cuéllar, qui a débouché au rapport que Amar Gala a mentionné ce matin, Notre diversité créative. Et c'était 2 ans avant l'adoption des objectifs du millénaire qui ont conditionné, donc pendant les 12 dernières années jusqu'à présent, la politique des Nations Unies pour le développement. Et à notre grand désarroi, en l'an 2000, la culture était absente de l'équation du développement durable, alors que nous avions travaillé très très durement pendant 10 ans pour qu'elle y soit intégrée et que nous avions fait en 98 une réunion internationale de très grande envergure. Donc face à ce constat d'échec, nous nous sommes dit qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans notre plaidoyer, qu'il fallait qu'on voit quels sont nos points d'entrée dans l'ONU, puisque nous sommes dans la famille de l'ONU et qu'avant de pouvoir avoir un effet au niveau pays, donc au niveau des pays membres qui nous gouvernent dans cette institution, il fallait qu'on se pose la question de comment faire exister nos idées dans une logique qui n'est pas la nôtre, qui est celle des Nations Unies et qui a d'autres priorités qui sont la santé, l'éducation, les droits de l'homme, le genre, etc. Donc juste après cette année 2000 fondatrice, disons pour l'ONU, nous avons eu plusieurs conventions nouvelles, comme la convention pour le patrimoine immatériel et la convention de 2005 pour la protection et la promotion des expressions culturelles. Et donc nous avons élargi, si vous voulez, notre spectre d'activités et de vision et notre définition de la culture dans ces années-là. Mais et on a réussi en l'an 2010 à faire entrer le mot culture dans le sommet sur les objectifs du millénaire. Et je vous assure que faire entrer un mot dans un document de l'ONU, c'est convaincre tous les pays membres. Ce n'est pas une affaire facile. Et ça, c'était donc un premier pas. Suite à ça, il y a eu 2 résolutions. Donc Toussaint a parlé de la résolution des Nations Unies de 2010. Il y en a eu une autre en 2011, ce qui est aussi incroyable, qui est 2 résolutions en 2 années consécutives sur le rôle de la culture dans le développement durable, et nous en préparons une autre pour l'année 2013. Tous ces progrès accumulés
construisent le plaidoyer que vous tous ici voudriez donc voir dans l'agenda global du développement durable. Et c'est par ces petites constructions que l'UNESCO œuvre au sein des Nations Unies et avec les États membres, donc en construisant le plaidoyer par les textes fondateurs des Nations Unies, par les résolutions de l'ONU, mais aussi par la mise en œuvre des conventions de l'UNESCO et aussi au niveau opérationnel. Donc nous travaillons au niveau opérationnel pour la mise en œuvre des conventions, le renforcement des capacités, pour l'élaboration d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Donc nous sommes actuellement en train de travailler très dur pour l'élaboration d'indicateurs sur le rôle qui démontrent l'impact de la culture pour le développement durable au niveau qualitatif et quantitatif, donc sur les plans économiques et sociaux dans plusieurs thèmes. Donc nous avons voilà le volet opérationnel. Ensuite, la stratégie d'action. Pour la stratégie d'action, donc d'un côté, il y a le travail au niveau pays que j'ai mentionné, mais il y a aussi les partenariats stratégiques. Donc, nous travaillons, par exemple, nous avons un accord avec la Banque mondiale, avec eux, on voudrait développer des indicateurs culturels dans leur index d'indicateurs, parce que leur n'inclut pas la culture. Même, par exemple, dans leurs indicateurs économiques, la culture n'est pas du tout un secteur, alors qu'ils travaillent et financent beaucoup de projets de tourisme culturel, par exemple. Le tourisme culturel n'est pas un indicateur pour eux. Donc, nous travaillons avec les partenaires sur les aspects démonstratifs de statistiques et d'indicateurs. Nous travaillons avec les institutions comme l'OIF et l'Union africaine, etc., pour aussi intégrer la dimension culturelle dans leur politique. Et bien sûr, nous développons notre plaidoyer et nos idées principales. Et donc, je vais juste terminer par expliquer un peu comment nous défendons la culture. Nous avons écouté beaucoup ce matin les plusieurs interventions très, très importantes qui placent l'humain au centre du développement durable. Pour l'UNESCO, la porte d'entrée de la culture pour convaincre nos pays membres et nos agences sœurs, qu'on appelle nos agences sœurs, même si elles ne sont pas toujours sœurs, et de dire que la culture est un catalyseur pour le développement par son caractère intrinsèque et transversal, mais que la culture aussi est un moteur pour le développement durable et qu'elle participe aussi bien à la construction donc, sociale, environnementale qu'économique. Voilà. Eh bien, justement, vous avez presque interpellé Catherine Cullen. Merci. Merci. On va revenir après sur les difficultés que l'on peut rencontrer, comment les surmonter et les perspectives. Mais ce qui est intéressant avec vous, Catherine, je rappelle que vous êtes donc adjoint au maire délégué à la culture de Lille, mais également présidente de la CGLU, la Commission Culture de l'Organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis, donc un organisme international. Ces deux casquettes vous permettent d'avoir justement une double vision sur les démarches que vous essayez d'entreprendre, que vous parvenez à entreprendre à niveau international et local. Voilà, je pense que si je suis aujourd'hui présidente de la commission culture de la CGLU, c'est parce que j'ai une pratique sur l'île, bien sûr, au local, sur la mise en place d'un agenda 21 de la culture à Lille. Alors, simplement vous dire très rapidement qu'est-ce que fait cette commission culture de la CGLU. La CGLU, la plus grande organisation mondiale des gouvernements locaux, des villes et des gouvernements locaux, et qui est toute jeune, puisqu'elle n'a que 8 ans. Hein, donc voilà, on est dans les premières expériences, mais avec une volonté très très forte et qui d'ailleurs a été dès le départ influencée par le premier Rio,
de faire cet agenda 21 de la culture, sur le modèle des agenda 21, qui est vraiment comment rattraper un peu le temps perdu, faire entrer la culture dans le développement durable. Et donc on a deux grandes directions dès le départ en 2004. Une, c'est de favoriser des agendas 21, d'abord de l'écrire. L'agenda 21 de la culture, en fait, est sorti en 2004, et donc de le disséminer, bien sûr, partout dans le monde, mais aussi d'aider, d'assister, d'encourager les villes et les territoires de s'engager dans des démarches Agenda 21 de la culture, et évidemment d'être tête de réseau pour comment ça marche, la communication sur les meilleures pratiques, les obstacles, d'être un peu le centre névralgique de comment ça se développe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait très, très activement, et c'est vrai que la Commission est extrêmement enthousiaste et donc impulse énormément. Il y a une présidence, Lille aujourd'hui, bien sûr Montréal, Mexico, Buenos Aires, Barcelone, qui sont coprésidents, et vice-présidence, Milan, Angers, et j'oublie une ville, faut m'excuser. Non, pas Nantes. Bon, enfin bref, on est extrêmement motivé, extrêmement dynamique. Et évidemment, l'autre versant très important, c'est d'avoir fait un très grand travail de lobbying, si je puis dire, pour que la culture soit considérée comme le 4e pilier du développement durable. Pourquoi ? Et je pense que tous les acteurs culturels vont reconnaître qu'on en avait marre d'être la cerise sur le gâteau, les dernières miettes, la dernière roue du carrosse, enfin bon voilà, tous les trucs habituels que tous ceux qui ont une responsabilité culturelle connaissent, mais là c'est au niveau mondial. Et ce que vous venez de dire, évidemment, on voit bien la difficulté qu'ont les États à admettre l'importance de la culture. Nous, on y croit évidemment, mais je veux dire, ça serait une très longue discussion mais il faut convaincre. Et je veux dire, c'est vrai que le 4e pilier du développement durable, ça empêche ce qu'on entend souvent avec nos amis du développement durable. Ah ben oui, mais la culture est partout, donc c'est pas la peine. Ah bien sûr, si la culture est partout, elle sera nulle part. Donc c'est là qu'on y va à fond. On pense aussi que la culture a quelque chose de plus, parce que non seulement elle fait le lien entre l'économique, le social et l'environnemental en permanence. On fait tout le temps appel à la culture. Je peux vous donner plein d'exemples. Donnez-nous-en quelques-uns. Je veux dire, chaque fois qu'on veut faire un peu de pédagogie sur un aspect du climat, de l'énergie, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une expo, on va appeler des photographes. Je veux dire, on utilise tout le temps la culture. Tout le monde est très content qu'on l'utilise comme ça. Mais la culture est un sujet en soi. Et je veux dire, quand je dis culture, je vais peut-être sortir des mots qui vont vous surprendre, mais c'est la créativité, ça ne va pas vous surprendre. Le sens du lieu, l'ouverture à l'autre, la confiance, l'esprit critique, la prise de risque, le respect, la liberté d'expression, tout ça, c'est la culture. Ce n'est pas uniquement l'art et les artistes, bien que pour nous, ça soit central aussi, quand même. Voilà, donc moi je vais juste là vous donner un petit exemple de comment, de la difficulté quand même, et ça a été exprimé par rapport à l'UNESCO, pour inscrire la culture dans une démarche de développement durable. À Lille, au début, Lille s'est très vite inscrite dans une démarche d'agenda 21 de la culture, dès 2005, le début de 2005. Mais alors pour convaincre mes collègues qui s'occupaient du climat, de choses très sérieuses, le climat, tout ce qui était l'énergie, l'économie sociale et solidaire, ça a été très long, très difficile. Et il a fallu en fait se lancer très pratiquement dans des exemples dans ma ville pour montrer comment ça pouvait marcher, quel sens ça avait et comment c'était relié aux autres sujets pour que, en 2006, l'agenda 21 de la culture a été intégré à l'agenda 21 de la ville, ce qui était pour moi une évidence dès le départ, mais pas du tout évident à ses débuts.
Et donc maintenant, l'agenda 21 de la culture fait partie entièrement, mais garde son indépendance, c'est-à-dire qu'on développe nos projets agenda 21 de la culture, mais on est considéré comme faisant partie de tout ce qui est développement durable à la ville. Alors la question qui se pose peut-être tout de suite, et on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, c'est justement, est-ce que ça n'est pas grâce à ces démarches plus locales qu'on peut faire remonter les informations et inciter les organismes internationaux à défendre justement l'intégration ou favoriser l'intégration de la culture dans le développement durable de façon plus globale? Aujourd'hui, dans l'agenda 21 de la culture, à la CGLU, il y a plus de 450 villes et gouvernements locaux qui sont dans ce réseau très actif. Moi, je pense évidemment qu'une autre manière peut-être d'avoir une influence sur les États, c'est la montée en puissance des élus locaux avec la société civile derrière, parce que tout notre travail, en fait, c'est de convaincre et de travailler avec la société civile dans une démarche qu'on connaît bien, qui est une démarche développement durable, la participation, la transparence, enfin, tout ce travail qu'on peut faire, et de par ce biais-là, peut-être avoir une influence. Et c'est vrai que la CGLU est très jeune, mais on sent bien... Mais elle a de l'énergie. De manière très intéressante, parce que quand même, les grandes villes du monde, ça fait beaucoup de monde. Et la plupart des grandes villes du monde sont représentées, qu'il y a une tension qui monte entre les gouvernements locaux et les États partout dans le monde. Et ça, c'est passionnant à voir. Alors, je vous invite à poursuivre. Marie-Ève Bonneau, vous représentez également justement la CGLU et vous venez de Montréal. Oui, bonjour. Donc, je remercie évidemment les deux ministères, Québec et France, d'avoir organisé ce colloque. C'est une thématique, en fait, qui rejoint beaucoup mon travail à la Ville, mais également au niveau de mon travail auprès de CGLU, par la Commission culture de CGLU. Donc, je salue également Jordi Pasquale, qui est présent ici, qui est le coordonnateur. Bonjour. Alors, mon intervention se fait à deux niveaux. De Barcelone, oui. Donc, mon intervention se fait à deux niveaux. Donc, le niveau international, comment des conventions comme la Convention sur la diversité culturelle ou des actions comme la Commission culture peuvent influencer et aider localement à intégrer la culture dans le développement d'un territoire, d'une ville, pour ce qui me concerne. Donc, en fait, depuis 2011, la Ville de Montréal a adopté la culture comme 4e pilier, répondant à l'appel de la Commission culture, en fait, qui avait été déclarée à Mexico en 2010. Alors, la Ville de Montréal, en fait, a adopté cette position politique. Mais pourquoi a-t-elle adopté cette politique? En fait, c'est vraiment grâce à une grande mobilisation citoyenne. On a vu ce matin, en fait, dans l'intervention de Simon Brault, comment au Québec, il y a un consensus très fort là, sur l'importance de la culture. Mais il y a également, le travail qui a été fait par rapport à la Convention de l'UNESCO. Et donc, pour poursuivre là-dessus, en fait, localement, Montréal, depuis 2005, a adopté l'Agenda 21 de la culture et en même temps, a adopté une politique de développement culturel. C'est des événements qui sont faits simultanément, mais qui sont interreliés, évidemment. Alors, depuis 2007, on met aussi en place un plan d'action, Montréal Métropole culturelle, qui s'échelonne sur 10 ans. En fait, et donc, il est reconnu par tous les acteurs de Montréal que la culture est au cœur du développement de la ville. Mais qu'est-ce que veut dire culture 4e pilier? C'est d'aller un petit peu plus loin. En fait, c'est que donc la culture doit être considérée, en fait, être intégrée dans des politiques publiques autres que seulement des politiques de développement culturel. Plus récemment aussi, le service de la culture maintenant regroupe différentes unités. Donc, plus concrètement, on voit bien les liens qui se font entre on a ajouté
ajouté au service de la culture l'équipe qui s'occupe du social, l'équipe qui s'occupe du développement durable, donc, et l'équipe des parcs. Donc, ces équipes-là travaillent ensemble pour essayer davantage d'avoir des politiques transversales. On travaille également sur des projets locaux pour la mise en œuvre de quartiers culturels, donc qui met en valeur les services de proximité, l'importance de la médiation culturelle comme stratégie d'action publique, l'importance de placer les créateurs en amont des grands projets et intégrer le design dans les projets urbains. Donc, on voit un petit peu comment on peut intégrer la culture, mais ne plus voir la culture en vase clos, mais également de l'intégrer dans toutes les politiques publiques. Alors, de développer un véritable réflexe culturel. En plus de ça, en fait, la culture a été intégrée dans le plan de développement durable de la ville en 2010, un plan qui est sur 5 ans. Il y a quelques actions culturelles qui sont intégrées. Et en fait, qu'est-ce que ça a provoqué? C'est un rapprochement vraiment de 2 équipes qui travaillaient pas vraiment ensemble, la culture et le développement durable. Donc, c'est aussi de travailler avec un vocabulaire qui est commun. Ça paraît simple, mais c'est pas évident. Alors vraiment, on sent que sur le terrain, on tente des choses. On a organisé la semaine dernière aussi un petit déjeuner causerie qui était avec des gens du développement durable, du milieu d'environnement, etc. Pour essayer aussi d'aller plus loin. Donc, mais tout ça a été possible à Montréal, surtout en fait par la commission culture qui a influencé nos pratiques. Ça c'est clair. Donc c'est très important de le mentionner. Peut-être pour conclure rapidement sur ce volet, en fait, lors de Rio + 20, en juin dernier, la culture n'a pas été reconnue comme 4e pilier, on le sait, mais il y a eu quand même un gain important pour les villes, c'est que les villes, en fait, ont été reconnues par l'ONU comme étant en fait, le rôle majeur des villes a été reconnu. Alors ça, c'est un gain, surtout que de plus en plus, en fait, 50% de la population maintenant habite en milieu urbain. Alors, on voit comment les villes peuvent jouer un rôle important dans le développement. Donc, voilà. Eh bien, on va aborder tout à l'heure les difficultés peut-être que vous rencontrez et les avancées qu'on peut proposer. Je voulais qu'on donne donc maintenant la parole à Marie-Hélène Vareille, responsable politique à la Direction générale de l'environnement de la Commission européenne. Alors, quelles sont, à la Commission européenne, les démarches et les priorités pour intégrer la culture au développement durable? On parlait des grandes villes qui s'intéressaient aux petites villes tout à l'heure. Je crois que vous avez un exemple de grande ville en Chine qui s'intéresse à petit village, petite ville basque, pas village, ville. Oui, pas village. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Et je vais essayer d'être assez concrète, parce que c'est vrai que souvent la Commission européenne, on tire un petit peu à boulet rouge en disant que on ne sert pas à grand-chose et on communique mal. Donc je vais essayer de vous parler de 2 projets qui sont, je pense, très concrets, qui est donc la capitale verte de l'Europe, qui est un nouveau projet, et puis la capitale européenne de la culture, là je pense que vous connaissez à peu près tous. Donc en fait la capitale verte, et c'est comme ça qu'on parle donc de Vitoria-Gasteiz au Pays Basque, qui est la capitale verte de l'Europe 2012. La capitale verte, c'est un projet qui a été lancé uniquement en 2010, donc très récemment par la Commission européenne. À l'origine, c'était des maires, dont le maire de Tallinn était l'instigateur de la chose, en fait, qui a lancé cette idée de créer un prix, en fait, pour récompenser les efforts des villes qui sont les plus vertes, qui l'ont été, qui le sont encore, et qui sont prêtes à partager leurs bonnes pratiques avec les autres villes. Et donc, ils ont, à l'époque, les maires, donc à l'instigation du maire de Tallinn, ont présenté un mémorandum à la Commission qui a donc créé une initiative de ce prix, pour lequel on ne donne pas d'argent, contrairement au prix des capitales de la culture. Donc, c'est un prix qui est
prestigieux, enfin qui au départ l'était pas forcément, mais qu'il est devenu, parce que la première ville qui était donc Stockholm en 2010 a clairement et continue à acclamer le fait que ça lui a apporté en fait beaucoup de retombées, notamment économiques, positives, parce qu'il y a eu beaucoup de délégations qui sont allées visiter Stockholm pour voir un petit peu, surtout dans les usines, tout leur processus très vert. Enfin, ils étaient très en avance, il faut dire. Et donc, ils ont eu des retombées importantes. Et Hambourg, en 2011, c'était la même chose. Et cette année, donc, Vitoria-Gasteiz, pour la première fois, donc, la capitale verte est une ville de taille plus moyenne, puisque c'est 240 000 habitants. Mais il ne faut pas oublier qu'en Europe, en fait, il y a 80% des villes qui sont des villes moyennes. Donc, pour nous, c'était important aussi d'avoir enfin une ville moyenne qui reçoive le prix et qui a su, je veux dire, en dépit de sa taille, qui a donné une aura internationale au prix encore plus importante, dans le sens où elle a organisé donc un colloque avec les villes, notamment d'Amérique du Sud, qui sont venus aussi en visite à Vitoria, et actuellement on est en train de parler avec le Brésil qui veut maintenant créer le prix de la ville verte du Brésil, et ils ont aussi touché donc les Chinois qui ces jours-ci en fait vont aller visiter Vitoria, donc des villes. Donc c'est en Espagne, hein, on n'a pas dit. Ah oui, un village je l'ai pas redit. C'est en fait c'est la capitale du Pays Basque. Voilà. C'est vrai que Pays Basque, on pense toujours à Bilbao et Saint-Sébastien, mais en réalité la capitale c'est Vitoria-Gasteiz, et c'est une très belle ville que vous pourriez tous aller visiter avant que... Enfin bon, en fait, ils vont faire un gros événement le 15 décembre pour clôturer leur année verte. Et ils vont d'ailleurs passer le relais à Nantes, qui sera donc la ville verte 2013. Et pour nous, c'est un choix aussi important, et on est ravis que Nantes prenne le relais, parce qu'en fait, eux, justement, cette ville a su intégrer la cohésion sociale. Enfin, c'est un maître mot pour la ville de Nantes, cette cohésion sociale. Et pour nous, actuellement, il y a un peu une réflexion sur le fait que ce prix, pour le moment, on l'attribue sur des critères purement environnementaux, 12 critères, tels que la qualité de l'eau, de l'air, la gestion des déchets, la politique des transports, enfin des choses purement environnementales, et qui sont pour la plupart basées en fait sur des directives européennes qui sont mises en place, en fait, qui doivent être mises en pratique par les villes de plus de 200 000 habitants. Et or, notre prix est décerné aux villes de plus de 200 000 habitants. Donc il y a ces 12 critères, mais on est en train de penser à en regrouper 2 pour garder toujours le nombre de 12 critères, qui est le nombre des étoiles pour nous, qui est toujours un peu un nombre symbolique. Et donc on va peut-être créer un critère plus justement pour mettre l'accent sur la participation des citoyens, parce qu'on reconnaît que enfin pour nous c'est le ciment. Je sais que certains préfèrent que ce soit carrément un pilier à part, mais pour nous, c'est clair que la culture, c'est la participation citoyenne, la cohésion, c'est le ciment en fait de toutes les autres actions. Et donc, en créant ce 12e critère, qui serait un critère comme ça plus sur la participation, la cohésion sociale, je pense que ça mettrait donc l'accent sur une plus grande intégration quand même de la culture dans le développement durable. Et si je peux faire juste prendre l'opposé, donc en fait voir si on intègre également un petit peu quand même les critères environnementaux dans nos projets culturels. Et là donc c'est plus la capitale européenne des cultures. Donc là c'est plus un mastodonte, puisque ça fait depuis 1985 maintenant qu'il y a ces capitales, et ça a beaucoup de succès. Pour le coup, il y a beaucoup d'argent en jeu. L'an prochain, ce sera Marseille, et ça va être un très 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 gros projet. Mais on est en train de définir le prochain cycle, parce qu'en fait, les capitales culturelles sont choisies 7 ans auparavant, ce qui n'est pas le cas encore pour les capitales vertes, nous c'est simplement 2 ans avant. Mais les capitales culturelles, c'est 7 ans avant, parce que c'est un très gros projet à mettre en route. Et donc là, on a le cahier des charges pour les capitales après 2020, donc dans 7 ans. Et il y a une intégration des critères environnementaux, donc ça c'est nouveau, dans le sens où on veut que les capitales de la culture deviennent, soient de plus en plus durables, qu'il y ait un respect, ou en tout cas un effort pour contrebalancer les effets quelque part néfastes sur les gaz, enfin le relâchement de CO2. En fait, oui, c'est plus une capitale a du succès, plus il y a un impact quelque part négatif sur l'environnement. Et donc on essaye l'idée ce sera d'obliger les villes à penser, à rénover les quartiers, à intégrer cette dimension de façon à
à contrebalancer cet effet potentiellement négatif. Aussi pour la mobilité des acteurs culturels, enfin on peut penser à beaucoup de choses qui peuvent être travaillées de façon plus verte et plus soutenable. Donc voilà, donc en gros dans les deux sens, on essaie d'intégrer cette dimension et je parle fréquemment avec mon alter ego capital culturel de ce thème et voilà et je pense qu'on c'est peut-être que le début mais on va en parler de plus en plus et viser une plus grande intégration. Alors, vous avez les uns et les autres évoqué quelques difficultés, quelques obstacles. Est-ce qu'on peut en savoir plus et surtout savoir comment est-ce que vous les avez surmontés pour ensuite aller encore plus loin et élaborer ensemble des stratégies qui pourraient éventuellement renforcer l'intégration de la culture dans le développement durable. On commence par ne vous bousculez pas. Vous voulez commencer, Marie-Ève Bonneau? En fait, un des obstacles très concrets qu'on a eu quand on a commencé à parler de développement durable avec l'équipe de développement durable à la ville, c'était vraiment, pour eux, c'était que la culture devait faire un effort pour s'intégrer au développement durable. Donc, on devait organiser des événements éco-responsables. Donc, c'était la chose numéro 1 qui venait en tête avec les gens de développement durable. Et là, on a cheminé pour essayer de démontrer, non, la culture, en fait, c'est du développement durable, que, bon, par exemple, à Montréal, on a rénové depuis 30 ans. On a participé à la mise en valeur du Vieux-Montréal. Donc, c'est un projet de développement durable. Alors, c'est un petit peu au niveau de la première difficulté qu'on a rencontrée, c'est vraiment au niveau de il y a aussi ça, là, les acteurs culturels doivent faire un effort, comme tous les acteurs, en fait, de la société, doivent s'investir dans le développement durable, mais aussi, valoriser les actions. Vous aussi, tout à l'heure, Nada El Hassan, vous parliez des difficultés pour intégrer des petits mots au niveau des organismes internationaux. Je ne sais pas si le mot culture faisait partie des mots difficiles à intégrer. Comment ça se passe? Comment est-ce que, du coup, on va vers une plus grande reconnaissance? Oui, en effet, à notre plus grande surprise, les pays ou les instances, comme l'Union européenne, qui placent la culture au centre de leur politique nationale ou régionale, quand on va dans des instances internationales où il y a des États financeurs, donateurs plus que d'autres, on se confronte à la question des priorités. Donc, c'est les États forts, disons, qui ont des politiques et des mobilisations culturelles fortes chez eux, s'opposent à ce que la culture soit en haut de l'agenda du développement international parce qu'ils voudraient consacrer leur aide au développement, à la santé ou à l'éducation, à d'autres thèmes qui sont pour eux prioritaire. La deuxième chose, évidemment, tout part du sens de la culture qui est vaste et transversale et qui a des définitions aussi nombreuses que de personnes sur la planète. Donc, ensuite, il y a un autre blocage très très grand auquel nous nous confrontons, et c'est que quand on met la culture sur la table de la discussion au sein de l'ONU, très souvent, le relativisme culturel est associé à la culture et beaucoup d'États ne voudraient pas que la culture soit posée dans les discussions afin d'éviter des discussions sur le relativisme culturel, surtout en relation avec les droits de l'homme. Donc, ce sont des obstacles réels qui nous ont amenés à adapter notre discours, notre plaidoyer à ces exigences. On ne pouvait pas aller droit dans le mur. On vous met à la porte et vous rentrez par la fenêtre, mais de quelle façon? C'est-à-dire que on sait par exemple que autant avec l'OIF, on peut mettre et dans nos conventions internationales avec tous les États membres du monde qui sont à l'UNESCO, la diversité culturelle est au centre de notre travail reconnu par tous ces États membres. On sait que la diversité culturelle au sein de l'ONU est un mot tabou parce que ça ouvre la porte au relativisme culturel. Donc c'est toute la contradiction des mêmes États membres qui siègent à l'UNESCO et à l'ONU et qui, chez nous, parlent de diversité culturelle, mais au sein de l'ONU, voudraient que ça reste à l'UNESCO. Donc voilà, ça c'est... Et ça, donc c'est pour cela que je parlais de réel politique avant, c'est pour cela qu'on dirige notre plaidoyer vers des indicateurs, vers la mesure du développement, vers des choses concrètes qui parlent à ces décideurs autrement que par un discours humaniste que malheureusement ils ne sont pas prêts à entendre.
Toussaint Tiendré-Béogo, vous entendez ces difficultés, vous les rencontrez également, ces difficultés dont parle Nada El Hassan au niveau des organismes internationaux, difficile de faire entendre la culture, comme on en parlait tout à l'heure, le 4e pilier. En ce qui concerne l'Organisation internationale de la francophonie, je pense que par rapport à tout au travail de plaidoyer qui a été fait, je pense que la majorité, pour ne pas dire tous les pays membres de notre organisation, sont conscients de cette nécessité. Donc on n'a pas véritablement de problème de plaidoyer. Là où on a un souci, c'est dans l'opérationnalisation des choses. Autant par rapport aux pays du Nord comme le Québec ou la France, vous avez parlé de vos difficultés, mais je voudrais parler des difficultés en fait d'autres pays en fait de la francophonie, notamment les pays en voie de développement, où justement la question de la culture vient en compétition avec d'autres secteurs comme l'éducation, comme la santé. Et là, quand on se retrouve avec des agences de coopération, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que la culture a tendance à être classée dans les priorités négatives. Il y a des agences d'ailleurs de coopération, il n'y a pas si longtemps, qui mettaient la culture dans les priorités négatives. Donc, et dans le cadre des pays en voie de développement, il est évident que l'articulation de la culture aux stratégies de développement est encore plus impérieuse qu'ailleurs. Parce que là, dans les pays du Nord, on parle en fait d'un développement qui prend en compte des références culturelles qui ont été sécrétées dans ces sociétés, mais dans le cas de la plupart des pays en voie de développement, qui sont soumis en fait à des références culturelles et des références en matière de développement qui sont des modèles importés, vous voyez très bien que ce n'est pas pour rien que les échecs de l'aide au développement depuis ces années en fait continuent à être une réalité, parce qu'on a d'une part des pays qui ont envie certes d'intégrer, mais qui d'autre part sont dans un dialogue avec des partenaires qui, eux, doivent financer les autres piliers et qui n'entendent pas intégrer la culture. Dans les années 80, quand la plupart, notamment des pays en Afrique subsaharienne, ont été justement soumis au programme d'ajustement structurel imposé par la Banque mondiale et le FMI, on a vu à quel point ça a été un désastre souvent pour certaines filières culturelles, parce que justement, sous l'instigation de ces institutions financières, l'État a été amené en fait à se désengager et à se désintéresser complètement du secteur culturel. Et là, pour nous, ça c'est un grand enjeu qui mobilise beaucoup la francophonie. Catherine Cullen, je vous laisse poursuivre. Je précise qu'après, on va terminer ce premier petit tour et vous aurez ensuite l'occasion de poser des questions à nos différents intervenants. Catherine Cullen nous quittera un tout petit peu plus tôt. Mais on aura dit l'essentiel peut-être. Je suis désolée de vous quitter, mais on est en plein arbitrage budgétaire. Voilà. Et même à la ville de Lille, il faut défendre le budget de la culture. Donc, on vous laissera prendre votre train tout à l'heure. Bah, écoutez, sur ces fameuses moi ce que je peux dire, c'est que aussi bien au niveau local, il faut convaincre, qu'au niveau international, ça a été dit et redit, on passe notre temps à convaincre, à faire tout ce travail. On a beaucoup de chance à la CGLU, c'est que tout de suite, dès le départ, elle a adopté... d'abord, la commission est entièrement dédiée à l'agenda 21 de la culture, ce qui est quand même unique au monde. Et puis, voilà, donc le travail, la conviction y est. La CGLU elle-même a adopté à l'unanimité en 2010 à Mexico la culture comme 4e pilier du développement durable. Donc, c'est quand même une force de lobbying importante dans le monde. Donc voilà, mais ça n'empêche que tous les jours, que ça soit local ou au niveau mondial, international, on est là pour convaincre, pour reprendre, pour essayer de faire avancer les choses. Et ça marche ? Ça marche et ça marche pas, et ça marche et ça marche pas. On lâche pas, on avance de 3 pas, on recule de 1. Quels sont les contre-arguments qu'on vous apporte parfois la culture, et ça qu'on coûte pourrait cher et contourner, ça ne sert à rien. Hein, il n'y a pas que dans les pays en développement qu'on entend ça. La culture, on l'entend même dans nos couloirs, oui. Etc., etc. Enfin, tout ce qu'on connaît. Et puis, c'est vrai qu'on est en temps de crise, donc la culture, voilà, c'est pas une première nécessité, etc., etc. Moi, tout ce que je veux dire, et je pense que tout le monde en est convaincu ici, la culture, ça coûte pas cher. Je veux dire, on est content, nous,
quand on a 1% du budget de l'État consacré à la culture. Enfin, comment est-ce qu'on peut dire que ça coûte cher? Et combien de gens ça implique dans la vie de la naissance à la vieillesse, je veux dire, et combien de... Je veux dire, c'est incroyable, c'est pas comparable, c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer, parce que c'est pas des chiffres, c'est pas des mesures, mais je pense qu'il n'y a aucun doute sur le côté crucial de la culture dans toutes nos sociétés et le fait qu'il faut encore convaincre. Alors, on va terminer ce petit tour avec Marie-Hélène Varey, toujours de la Commission européenne. Bon, des difficultés, parfois des décalages entre les textes et les faits. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin, surmonter les obstacles que l'on rencontre parfois pour une meilleure reconnaissance de la culture dans le développement durable? C'est la question piège? Vous faites une moitié de grimace, là. Non, c'est juste que nous, en fait, c'est plus des obstacles de façon générale, en fait, ce à quoi on se heurte, enfin, surtout dans le domaine de la culture, c'est que la culture, ça reste une compétence des États membres de l'Union. C'est pas une compétence européenne du tout. Et ce qui fait que nous, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'inciter, de favoriser, de montrer effectivement ce qui se fait, enfin de mettre en avant ce qui se fait dans telle et telle capitale, de dire voilà le bon exemple, suivez-le. Mais on n'a pas une capacité de décision dans ce domaine-là. Dans le domaine de l'environnement, là c'est un peu différent, la compétence est vraiment partagée, et donc là on peut faire un petit peu plus de choses. Et je dirais la deuxième difficulté, qui est inhérente à toutes les grosses organisations, c'est la disparité d'avancée entre les différents pays. Enfin, dans le développement durable, c'est vrai qu'entre les pays du Nord et ceux du Sud ou de l'Est, il y a des grosses différences. Et donc d'essayer de trouver, pareil, un projet qui puisse fédérer un peu tout le monde, pour que personne se sente à la traîne, entre guillemets, et puisse aussi entrer dans la danse, quoi, et dans le même mouvement. Donc pour le prix de la capitale verte, par exemple, on essaie de prendre en compte des critères historiques ou géographiques qui fait que pour une certaine ville, c'est plus difficile d'être verte que pour une autre. Et on essaie de prendre en compte vraiment tous les efforts que font les villes en regardant leur point de départ, quoi.